avancée des forces du gouvernement d'union nationale, GNA, soutenue par Ankara, vers la ville stratégique de Sirte en Libye pourrait mener à une intervention directe du Caire. Ainsi aura prévenu d'un ton sec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Avec l'appui d'Ankara, les forces loyales au GNA basées à Tripoli et reconnues par l'ONU ont engrangé d'importantes victoires depuis début juin, reprenant le contrôle de l'ensemble du nord-ouest de la Libye. Les troupes rivales du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, soutenu entre autres par l'Égypte, n'ont pour leur part cessé de reculer ces dernières semaines, essuyant du coup une série de revers sur le terrain. Les militaires égyptiens craignent qu'en cas de débordement des forces du maréchal Haftar, les milices islamistes libyennes et les djihadistes transférés de Syrie par la Turquie se dirigent tous vers l'Égypte, ce qui serait une aubaine pour le président turc. Recep Tayyip Erdogan, ennemi juré du chef de l'État égyptien, veut en effet le retour au pouvoir en Égypte des frères musulmans. Pour le Caire, Erdogan cherche désormais à le faire via la Libye, d'où la nécessité d'empêcher les forces soutenues par Ankara de se rapprocher de la frontière égyptienne. Mais pour le GNA, il s'agit d'une ingérence dans les affaires internes et une menace grave pour la sécurité nationale de la Libye qui ne saurait être tolérée. Cette guerre des mots est intervenue 2 jours avant une réunion ministérielle par visioconférence de la Ligue arabe sur la Libye à laquelle le GNA a refusé de participer. Initialement prévue lundi, cette réunion a été reportée à mardi en raison de problèmes techniques, selon un diplomate. Dans le conflit en Libye, l'Égypte soutient les forces du maréchal Khalifa Haftar, rival du gouvernement d'union nationale appuyé lui par la Turquie et basé dans la capitale Tripoli. Avec l'appui militaire d'Ankara, le GNA a engrangé d'importantes victoires depuis début juin, prenant le contrôle de l'ensemble du nord-ouest de la Libye. Ces succès ont signé l'échec de l'offensive lancée en avril 2019 par le maréchal Khalifa Haftar pour s'emparer de Tripoli. Les forces du GNA restent néanmoins freinées dans leur avancée vers la ville de Sirte, verrou stratégique vers l'est qu'elles veulent reprendre aux troupes du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'est du pays pétrolier. Samedi, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a prévenu que toute avancée des pro-GNA vers Sirte pourrait entraîner une intervention directe du Caire. C'est un acte hostile, une ingérence flagrante et l'équivalent d'une déclaration de guerre, a dénoncé le gouvernement d'union nationale dans un communiqué. L'ingérence dans les affaires internes de l'État libyen et l'atteinte à sa souveraineté, que ce soit par des déclarations comme celle du président égyptien ou par l'appui des putschistes, aux milices et aux mercenaires sont inacceptables, a-t-il averti, appelant la communauté internationale à assumer ses responsabilités face à cette escalade. Le GNA s'est dit favorable à toute médiation impartiale sous l'égide de l'ONU et a rejeté les initiatives unilatérales des hors-la-loi. C'est à la demande de l'Égypte que la Ligue arabe a tenu une réunion en vidéoconférence sur le conflit qui oppose les forces du gouvernement d'union nationale reconnues par l'ONU et qui siègent à Tripoli aux troupes du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est du pays. Ont participé à la réunion les représentants de 21 pays arabes, dont le gouvernement d'union nationale qui avait initialement refusé l'invitation de l'Égypte. Dans un communiqué, la Ligue arabe rejette toutes les interventions étrangères illégitimes en Libye et réclame le retrait de toutes les forces étrangères du territoire de la Libye et de ses eaux territoriales. Le représentant du gouvernement d'union nationale a toutefois exprimé des réserves sur l'appel de la Ligue arabe, déclarant que les forces étrangères qui soutiennent le gouvernement d'union nationale contribuaient à repousser l'agression des forces du maréchal Haftar. La situation en Libye s'est dégradée ces dernières semaines. Après plusieurs mois d'une offensive visant à prendre Tripoli, les forces de Haftar ont essuyé des revers face au gouvernement d'union nationale, appuyé par des drones et des conseillers militaires turcs. Les forces du gouvernement d'union nationale visent désormais la ville côtière de Sirte, située à 450 km à l'est de Tripoli et verrou stratégique vers le fief du maréchal Haftar. L'Égypte a averti samedi dernier que toute avancée des pro-gouvernement d'union nationale vers Sirte pourrait entraîner une intervention directe du Caire. Le gouvernement d'union nationale a dénoncé comme une déclaration de guerre les menaces de l'Égypte.
Alors que la Turquie soutient le gouvernement d'union nationale, le maréchal Haftar, outre l'Égypte, est soutenu par les Émirats arabes unis et par la Russie. Depuis la chute et la mort de Mouammar Kadhafi en 2011, après une révolte populaire et une intervention militaire de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis, la Libye est plongée dans le chaos des conflits et des luttes de pouvoir. Cette opération de recherche des restes humains lors de l'exhumation de charniers de Tarhouna fait suite à la demande de Human Rights Watch. L'ONG a réclamé mardi une enquête urgente sur de possibles crimes de guerre commis par les forces de maréchal Khalifa Haftar en Libye, en relevant les récentes preuves apparentes de torture et d'exécution sommaire. Selon Human Rights Watch, des vidéos enregistrées et partagées sur les réseaux sociaux en mai 2020 montrent des combattants que l'ONG a identifiés comme liés au maréchal Haftar, se livrant à de tels actes. La torture des détenus et l'exécution sommaire des combattants capturés ou qui se sont rendus sont des crimes de guerre, rappelle l'ONG. Après avoir lancé en avril 2019 une offensive sur Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale GNA, reconnu par l'ONU, les troupes du maréchal Haftar, homme fort de l'Est libyen, ont dû battre en retraite à la suite d'une série de revers ces dernières semaines. Ces combats aux portes de la capitale, dans un pays en proie au chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, ont fait des centaines de morts, dont des civils, et plus de 200 000 déplacés. Dans leur retraite vers l'Est et le Sud, les pro-Haftar ont été accusés par le GNA d'avoir posé des champs de mines. La mission de l'ONU en Libye s'est aussi dit horrifiée après des informations sur la découverte d'au moins 8 charniers à Tarhouna, dernier bastion des pro-Haftar dans l'Ouest, repris le 5 juin par les pro-GNA. La bataille de Tripoli a par ailleurs été marquée par une implication croissante des puissances étrangères. La Turquie auprès du GNA, les Émirats arabes unis, l'Égypte et la Russie dans le camp Haftar. Outre les commandants des forces pro-Haftar, toutes les parties étrangères sont tenues de respecter les lois de la guerre, signale Human Rights Watch. Rassemblés dans le calme devant le tribunal de la ville où la police était déployée en force, les manifestants ont exigé la libération du militant Tarek Haddad, arrêté samedi dernier. Selon son avocat, Abdelaziz Ayeb, Tarek Haddad est poursuivi pour outrage à un fonctionnaire public, participation à un attroupement de nature à troubler la paix publique, outrage via les réseaux sociaux et entrave à la circulation de la route par la force. Il doit comparaître le 2 juillet prochain, a déclaré son avocat Ayeb, qui a déposé une demande de libération. Le président tunisien Kais Saïd avait reçu en janvier des militants de Tataouine où le taux de chômage atteint 30%, le double de la moyenne nationale. Ce mardi, il a estimé que l'approche sécuritaire n'est pas une solution. Cela peut déclencher d'autres manifestations et points chauds. Un conseil ministériel spécial est prévu vendredi sur la situation à Tataouine, selon le gouvernement. Pour rappel, les promesses faites par le gouvernement en 2017, après des semaines de blocage d'un site pétrolier voisin, portaient sur des embauches dans des sociétés d'entretien, des jardins et espaces verts. Ce type de société publique a servi à embaucher des chômeurs dans plusieurs régions marginalisées mais riches en matières premières. Néanmoins, à Tataouine, les embauches ont été en deçà des promesses. Le tribunal de Tataouine a accepté la demande de libération du militant Tarek Haddad, arrêté samedi et poursuivi notamment pour participation à un attroupement de nature à troubler la paix publique. Des sit-ins y ont été lancés depuis plusieurs semaines avec des tentes érigées dans plusieurs secteurs du gouvernorat. Les manifestants bloquaient ponctuellement certaines routes et les camions des sociétés d'exploitation de gaz et de pétrole. Tarek Haddad est le porte-parole du mouvement de protestation dans le gouvernorat de Tataouine pour réclamer les embauches et les investissements promis par le gouvernement en 2017. Tataouine n'a qu'une seule devise. Tataouine ne baissera jamais les bras. Nous allons protéger notre pays. Certains veulent installer le chaos dans le pays. Ils ont utilisé des quantités énormes de gaz lacrymogène. Mais nous voulons leur dire que ce pays est à la fois le nôtre et le vôtre. C'est le pays de tous. Donc arrêtez l'oppression. On ne craint ni la prison ni la mort. Comme je l'ai dit, Tataouine n'a qu'une seule devise, la persévérance. On n'a pas peur, on ne craint rien.
Tataouine aujourd'hui donne des leçons au monde. Après son arrestation, des heurts ont eu lieu dimanche et lundi. Les forces de l'ordre procédant à d'intenses tirs de gaz lacrymogène pour disperser les centaines de manifestants qui leur lançaient des pierres et incendiaient des pneus. Dans la nuit de mardi à mercredi, une autre ville du sud, 12, a connu des heurts similaires. Quelques centaines de personnes ont protesté contre des problèmes d'approvisionnement en eau dans cette ville aux portes du Sahara, située à 200 km à l'ouest de Tataouine. Mais durant la journée de ce mercredi, le calme est revenu à 12 et à Tataouine. La douleur est encore vive et les marques toujours présentes sur son corps. Randia Mamounz a 20 ans en 1947 lorsqu'il refuse les travaux forcés, pourtant abolis un an plus tôt par les colons français. Un affront qui lui coûte 7 ans de prison. Tous les matins, on nous faisait monter la colline. Ce sont les tirailleurs sénégalais qui nous surveillaient et qui nous fouettaient comme des zébus qui tirent une charrette. Ils nous faisaient marcher à 4 pattes sur des cailloux en faisant des allers-retours, 2 ou 3 fois. Ça nous écorchait la peau. Et aujourd'hui, j'ai encore les cicatrices sur mes genoux et dans mon dos. Les Sénégalais nous disaient « Est-ce que vous vous rendez ?» Et moi je disais « Je préfère mourir avec mes frères tombés à Moramanga ». L'insurrection de 1947 à Madagascar est, avec la guerre d'Indochine, l'un des premiers mouvements de lutte pour l'indépendance face aux Français. Le soulèvement est réprimé dans le sang par la France. Entre 30 000 et 90 000 malgaches sont tués ou meurent de faim et de froid dans les forêts. Une page sombre de l'histoire qui révolte ses élèves. Il y avait des traîtres qui dénonçaient des malgaches. Certains malgaches se sont cachés dans la forêt. Il y avait des enfants, des bébés, des femmes enceintes, ça me rend tellement triste. Ils les ont fusillés et les ont poussés dans un trou. Ils les enterraient vivants. Il faudra attendre 1960 pour que Madagascar obtienne enfin son indépendance. Mais selon cette historienne, la fin de la colonisation n'est pas synonyme d'émancipation. Plus encore qu'en 1960. Nous sommes dépendants. Nous sommes dépendants. En 1960, on était dépendants de l'ancienne puissance colonisatrice de la France. Maintenant, nous dépendons non seulement de la France, mais nous dépendons aussi des grandes organisations financières internationales. S'il existe encore à Madagascar quelques bâtiments rendant hommage aux colons français, la plupart des symboles coloniaux ont été retirés, comme la statue du général Gallieni qui trônait sur l'avenue de l'Indépendance. Elle a été remplacée dans les années 70 par un monument à la gloire des combattants de 1947.